Des drones ukrainiens ont tué 3 personnes à Moscou. Et alors? Chez eux, des conducteurs ivres renversent bien plus de personnes chaque jour. Cela peut influencer le cours de la guerre. Au Moyen-Orient, 3 drones visaient un réacteur nucléaire. 2 ont été abattus, mais 1 est passé. Et cela change fondamentalement la situation sur la planète. Pourquoi cela change-t-il les choses? Nous allons vous raconter et vous montrer. Nous avons pour vous une histoire absolument captivante. Des Cubains ont participé à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, et à leur retour, ils ont rapporté avec eux 300 drones. Et ils les ont cachés près d'une base américaine. Vous avez remarqué que dans toutes ces histoires, il s'agit justement de ces drones dont Zaloujny a dit qu'ils ont changé la tactique et la stratégie des guerres. Nous allons parler de tout cela, mais commençons quand même par Moscou et choc. Depuis 24 heures, les femmes restent sous le choc. Les habitants de la Fédération de Russie, proches ou éloignés de Moscou, ressentent aussi cet impact. Là-bas est devenu ici. Dans la nuit du 17 mai, l'Ukraine a lancé plus de 500 drones en direction de la Russie. La défense aérienne russe a déclaré en avoir abattu 556, un chiffre qui relève plus de la vantardise que de l'arithmétique, mais l'ordre de grandeur est clair. À Moscou et sa région, 3 morts et une douzaine de blessés ont été signalés, comme d'habitude. Le principal impact a eu lieu à l'entrée de la raffinerie de Kapotne, je crois que c'est le nom. Sergueï Sobyanin a annoncé sur Telegram une demi-heure plus tard que la partie technologique de l'usine était intacte. Il était obligé de prononcer cette phrase parce que, à ce moment précis, la même question a commencé à circuler dans chaque chat moscovite. Et si ça avait touché? Un drone aurait été abattu, là, juste au-dessus de Sheremetyevo. Les débris sont tombés sur l'aérodrome. Les vols n'ont pas été retardés, seulement par chance. Ce n'est pas que la Russie soit protégée, ils ont juste eu de la chance. C'est la première attaque massive de cette ampleur sur la région de Moscou depuis le début de la guerre. Les drones ont parcouru plus de 500 km, c'est un saut qualitatif, exceptionnel, pas seulement quantitatif. Qu'est-ce que ressent une personne à Moscou en ce moment? Plus de 3 ans de guerre pour un habitant de la capitale russe, c'était, disons-le ainsi, une abstraction télévisuelle. Appelons ça comme ça. Des correspondants de guerre à l'écran là-bas, des défilés, des rapports rituels. Et surtout, chez nous, tout est calme. Chez nous, tout est absolument calme. C'était le cœur du contrat avec le Kremlin. Tu ne t'opposes pas publiquement et on ne te touche pas. La guerre, c'est quelque part là-bas. Les sirènes, c'est chez eux, quelque part là-bas, pas chez nous. Ce contrat s'est effondré. Dans la nuit du 17 mai, ce n'est pas parce que 3 personnes sont mortes. Sur les routes de Moscou, 100 fois plus meurent chaque année, mais parce que pour la première fois, on ne peut pas détourner le regard de la guerre. L'odeur de brûlé, la sirène. Un message dans le groupe de discussion de l'école. Si l'alerte est donnée, on descend à la cave. Dans le groupe de discussion de l'école. Le mot « cave » à Moscou en mai 2026, dans le groupe des parents de la classe de 5e. C'est un tournant. Pas parce que le moscovite a eu peur, mais parce que la promesse de protection de l'État s'est révélée n'être que de la rhétorique. 4 changements. Le premier. La guerre n'est plus une série télévisée. Une série a une télécommande, mais la guerre n'en a pas. Le deuxième. L'image du pouvoir en tant que protecteur s'effondre. Chaque matin, on annonce que nos défenses anti-aériennes en ont abattu tant et tant. Oui, donc c'est un aveu. Cela veut dire qu'ils arrivent jusqu'ici. Troisièmement, le silence n'est plus la norme. Et c'est devenu un privilège. Quatrièmement, le plus destructeur. C'est la fracture entre les protégés et les non-protégés. À la hiérarchie de l'argent s'est ajoutée une hiérarchie de la sécurité. Une fracture que le Kremlin ne contrôle pas. Que peut faire Poutine? Eh bien, honnêtement, toutes les options que je vois sont mauvaises. Mauvaises pour Poutine. Le premier, une frappe massive de représailles contre Kiev. C'est habituel et compréhensible. L'Ukraine s'est adaptée, mais Moscou non. Le bilan psychologique, c'est désormais une expérience de la peur contre une autre, non? Mais seule la Russie perd parce que le Russe n'avait pas peur ou en avait très peu. Chaque nouvelle dose frappe plus fort. La deuxième escalade peut être vers l'OTAN. Oui, là-bas. Maintenant, on va leur montrer de quoi on est sont capables. Oui, tactique, nucléaire ou une frappe sur l'infrastructure occidentale. Eh bien, quelque chose comme ça. Oui, fou, suicidaire. Et Poutine le sait très bien. La tentation, bien sûr, existe. Mais cela ne ferait que restaurer une image de toute puissance. Voilà, quelque chose comme ça. Oui, et le prix à payer pour devenir une cible pour la coalition. Troisièmement. Un tour de vis intérieur.
Comment ça s'appelle? Oui. Écrou-sous des resserrements. Oui. La loi martiale pour Moscou, la coupure d'Internet, des agents ennemis partout, tout cela rendra la Russie semblable à la Corée du Nord. Oui. Un pas? Encore un pas? Encore un pas? En fait, cela plaît à Poutine. Oui. Mais les élites de la capitale ne le pardonnera pas. Parce que voilà, ce sont les élites de la capitale. Et quatrièmement, les négociations. Oui, c'est l'option la plus raisonnable, donc la plus improbable. Admettre qu'on ne peut plus protéger le pays contre l'essaim d'engins bon marché, c'est admettre que 3 ans de guerre n'ont mené nulle part, avec toutes les victimes. Vladimir Poutine ne pourra pas le dire, ce serait la fin de sa légitimité. Nous verrons sans doute un mélange du premier et du troisième, avec des représailles et un resserrement discret. Un tour de vis, en même temps qu'une torsion des entrailles. Fondamentalement, cela ne résoudra rien. Les drones sont bon marché. Il y en a beaucoup. Ils continueront d'arriver, de plus en plus loin, de plus en plus précisément. La page nucléaire. Une frappe sur Baraka. Techniquement, elle a échoué. Oui, c'est clair. Oui, ils ont touché un générateur électrique, en dehors du périmètre. Le réacteur fonctionne normalement. Pour les actualités, ce n'est pas une nouvelle, mais pour l'histoire. Messieurs, c'est la nouvelle du siècle. Pour la première fois dans l'histoire documentée, un drone a délibérément attaqué une centrale nucléaire civile en fonctionnement. Auparavant, cette infrastructure nucléaire était considérée comme hors des conflits ordinaires. On ne peut pas la frapper sans transformer un conflit local en catastrophe mondiale. Mais maintenant, il s'avère que c'est possible. Et en plus, c'est très bon marché. Sans signature, par un intermédiaire, avec la possibilité de nier « nous, jamais de la vie, c'est quelqu'un d'autre ». Le plus important, c'est que cela a été fait pendant une trêve, soi-disant. Depuis le 8 avril, un cessez-le-feu est en vigueur entre les États-Unis et l'Iran. La frappe est un signal pour le monde entier. J'ai dans ma poche un atout que vous ne pourrez pas contrer. C'est une carte, la menace d'une catastrophe nucléaire sur un territoire étranger. Et en plus, oh, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est quelqu'un d'autre qui a frappé. Et il n'y a vraiment rien pour la surpasser. Sauf à occuper totalement l'Iran et à démanteler son industrie des drones, l'Occident n'ira pas jusque-là. Surtout si l'Iran détient cet atout, d'autres pourraient en l'obtenir demain. Les Houthis, le Hezbollah, là-bas, un groupe au Sahel, un cartel en Amérique latine. Qui a réussi à réunir un demi-million de dollars pour un lot de drones? Facile. Le monopole d'État sur la violence destructrice est terminé. Nous sommes arrivés à ce point dont tout le monde parlait. Nous imaginions seulement que les bandits, les gangsters, je ne sais pas comme vous les appelez, les terroristes avaient une bombe nucléaire. Il s'avère que même cela n'est pas nécessaire. Il suffit qu'ils aient simplement un drone capable d'atteindre une certaine destination. Et quand cela s'est produit, le droit international classique s'est effondré. Il était basé sur l'hypothèse que toute destruction avait un auteur identifiable. Et on pouvait riposter contre cette origine identifiable. Mais il s'est avéré qu'on pouvait faire autrement. Qu'on pouvait ne pas en avoir. Cuba en 1962 n'est pas le Cuba de 2026. La troisième image, l'entrepôt hollandais. 300 drones. Dans tous les studios, on parle de la crise de Cuba 2.0. Et c'est une comparaison dangereuse, car elle pousse à reproduire les décisions de 1962 qui ne fonctionneront pas aujourd'hui. La nature des armes. Les missiles nucléaires étaient alors aussi grands qu'un immeuble de 12 étages et impossibles à cacher, même par satellite. Et maintenant, il y a 300 drones, chacun faisant au maximum la taille d'une petite voiture. On peut les démonter, les cacher dans des sous-sols, garages, débarras, et les satellites ne les voient pas. À l'époque, il n'y avait qu'un fournisseur et une seule route maritime. Kennedy a imposé un blocus, la voie d'approvisionnement a été coupée en 1 semaine. Il y a désormais 2 fournisseurs, la Russie et l'Iran. Les itinéraires passent par le Venezuela, le Nicaragua, des sociétés écrans panaméennes, le retour des mercenaires cubains, quelle qu'en soit la manière. C'était l'apocalypse nucléaire, avec du chantage qui a mené les 2 parties à un compromis. Maintenant, une frappe ciblée sur une frégate, sur l'entrepôt de stockage ouest, sur le terminal pétrolier en Floride. Ce n'est pas l'apocalypse, non. Juste une piqûre, mais très douloureuse. Il est difficile de répondre à une piqûre douloureuse par une triade nucléaire. Eh bien, tu ne vas pas larguer des bombes atomiques après que 3 drones aient été lancés depuis Cuba.
Le maître chanteur devient de plus en plus audacieux. À l'époque, personne ne doutait à qui appartenaient ces missiles. Aujourd'hui, les drones sont sur le sol cubain, mais ils sont de fabrication conjointe, acheminés par des intermédiaires dans les bagages personnels des volontaires. Où ira le premier? Qui sera responsable? Rien n'est clair. Sur le plan formel, ce sera Cuba. Eh bien, probablement via Moscou, mais tu parles de Téhéran, peut-être technologiquement. Frapper l'intermédiaire, ça n'a pas de sens, non? À l'époque, Khrouchtchev dirigeait un appareil monolithique. Aujourd'hui, Cuba s'effondre économiquement, Maduro est au bord du gouffre et l'Iran connaît des problèmes de succession après Khamenei. Sous Poutine, Moscou est bombardé. Tous les maîtres chanteurs sont à la fois faibles et dangereux. Le plus dangereux, c'est le rat acculé. Là-dessus, Trump a raison. La défense américaine ne peut plus commencer aux frontières des États-Unis, quand les armes de terreur massive coûtent des dizaines de milliers et non des milliards. Le concept de défense. La défense égale la protection des frontières est dépassée à 100%. Elle est remplacée par une nouvelle logique, 2000 miles de périmètre autour des États-Unis continentaux. Eh bien, disons, Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, Haïti, n'importe quel allié caribéen de puissances hostiles. Ce ne sont pas des affaires étrangères. C'est une question de sécurité nationale de premier ordre. Encore une fois, ce n'est pas notre affaire. Non, c'est devenu notre affaire maintenant. Aucun arsenal significatif de systèmes hostiles sur cet arc ne doit exister, ni sous surveillance, ni dans le cadre du droit international. Ils ne doivent tout simplement pas exister. Point final. Renseignements militaires, surveillance satellitaire, groupe de sabotage, pression diplomatique, sanctions. Eh bien, tout cela doit être fait en même temps. Et il ne s'agit pas de réagir à un quelconque incident, parce qu'un incident pourrait s'avérer être absolu. Absolument dévastateur, mais c'est un état permanent. Cela choque bien sûr l'oreille d'un libéral bien élevé du département d'État. Cela viole les formules de respect de la souveraineté. Je le comprends parfaitement, n'est-ce pas? J'étais moi-même libertarien, du moins. La réalité est simple. Soit les États-Unis établissent un tel périmètre comme maintenant, avec une intervention minimale. Soit ils obtiennent un périmètre imposé par la force dans quelques années, mieux vaut le faire dès maintenant. Avec une intervention minimale plutôt qu'après une catastrophe. Et la principale question libertarienne, ce périmètre élargi ne contredit-il pas la philosophie et la liberté? À première vue, oui, c'est leur pays, c'est leur droit, n'est-ce pas? Mais en réalité, excusez-moi messieurs, la réponse est non. La protection de la vie. Eh bien, ce que, disons, Golambus appelait la propriété première. La propriété première, la vie, le corps, la vie, le corps. La seule tâche pour laquelle l'État peut être toléré. Lorsque la protection de la vie exige un périmètre élargi, le périmètre s'élargit. Dans la philosophie juive, dans la sagesse juive, il y a cela, j'en ai déjà parlé. Il existe une expression, pikoach nefesh, c'est-à-dire, moi, pikoach nefesh, c'est-à-dire le salut de l'âme. Oui, comme le sauvetage d'une vie, si on parle en hébreu. Oui, cela annule tout, le Shabbat, n'est-ce pas? C'est une chose sacrée. Pendant le Shabbat, faire certaines choses, tout est annulé. Va et sauve une vie. Point. Qu'est-ce qui relie ces 3 points dont nous avons parlé? Donc, Baraka, Moscou, la Havane. Qu'ont-ils en commun? La symétrie. L'attaquant dépense 100 à 200 fois moins que le défenseur. Un drone ukrainien coûte des dizaines de milliers. Le système de défense qu'il abat, le Pantsir, coûte des millions. Un drone iranien. Donc, à Baraka, c'est Vingtale, 50 000 maximum. La défense antiaérienne émirati coûte des dizaines de millions. Un drone cubain coûte 20 000. L'infrastructure de défense américaine coûte des milliards. Donc cette économie n'a pas de solution à long terme, parce que celui qui se défend finit par se ruiner. 3 morts à Moscou, statistiquement, ce n'est rien. Mais cela change leur comportement. La population réagit plus vivement qu'à 1 millier de morts en province, car ces morts sont survenues là où elles ne devraient l'être pas, chez nous, à Moscou, la capitale. Ils nous ont touchés. Que signifie « nous ont atteints » ? Qu'ils peuvent nous atteindre à nouveau demain ? Le générateur brûlé de, AIS, le générateur de la centrale nucléaire. Centrale hydroélectrique, centrale nucléaire, zéro dommage, zéro. Rien. Oui, mais ça change la donne. Le risque.
Le risque sur le marché pétrolier dépasse une attaque contre 10 pétroliers, 300 drones à Cuba. Aucun n'a encore décollé nulle part, et si l'un d'eux décolle, peut-être qu'on les abattra tous d'emblée. Mais ils sont déjà en train de bouleverser toute la stratégie américaine. Ils changent complètement notre doctrine stratégique. Il y a des années, le monde était comme une pyramide, n'est-ce pas ? Les grandes puissances, les moyennes et les petites, les acteurs non étatiques, comme on les appelait, n'est-ce pas ? La bombe atomique a renforcé la pyramide, mais le drone l'a réduite à néant. Les Houthis, qui n'ont ni flotte, ni capital, ni argent, ont fermé un canal maritime mondial. Corridor. Plus qu'un canal. Que doit-il se passer pour que cela cesse de choquer ? Voici 3 questions pour le monde. 3 questions au monde. Premièrement, comment Poutine va-t-il gérer que la guerre touche désormais les foyers des moscovites ? Il va essayer de ne pas la laisser entrer là-bas en imposant un blocus informationnel. Il va perdre car Telegram, le bruit des turbines et l'odeur de brûlé par la fenêtre sont plus forts que Solovyov. Et même renforcés, avec tous ces... comment ils s'appelaient déjà ? Deuxièmement, les Américains accepteront-ils, surtout cette partie qui est encore considérée comme libertarienne ou d'une certaine manière libérale, un corridor de 2000 miles ? Je pense qu'ils accepteront. Quand le premier drone géorgien, le premier drone cubain atteindra Miami. Il vaudrait mieux que ce soit avant, bien sûr, oui. Mais j'ai peur qu'on doive nous enseigner, si on apprend que lorsque quelque chose explose chez nous, ou que quelqu'un meurt ou qu'on se prend des coups. La liberté exige la défense des frontières de son existence. Pikuach nefesh. Cela ne contredit pas la liberté. Il la protège. Et voici le 3e point, le plus important. Voyons-nous vraiment que c'est un nouvel ordre mondial, et non des incidents isolés ? La plupart des stratèges ne le voient non pas d'ailleurs. Moscou, c'est un épisode de la guerre en Ukraine. Baraka, c'est un épisode du scénario iranien. Cuba, c'est un épisode de la politique latino-américaine. Et ceci, mesdames et messieurs, est un seul épisode. Et il faut le comprendre. Et cela s'appelle Cuba. L'État cesse de protéger le citoyen parce que la technologie a dépassé les institutions. C'est pourquoi les dirigeants du monde libre le verront, soit maintenant, soit dans 10 ans, sur les ruines de quelque chose. Cela dépend de qui nous serons. Des gens qui ont hérité de la liberté ou des gens qui l'ont perdue sans même s'en rendre compte. Moscou, les 5 étapes. Rédacteur. Kubler-Ross a décrit les 5 étapes de l'acceptation de l'inévitable pour une personne mourante. La sociologie d'une société sous stress prolongé fonctionne de manière similaire. Bien sûr avec quelques ajustements, mais c'est très proche de l'individu. Choc. Mai-juin. Sirène d'alarme. Une avalanche de nouvelles le matin, des conversations dans les taxis. Vous avez entendu ? À Kapotnia, oui. Un choc bref et fort. La psyché ne tient pas le coup. Les angoisses aiguës prolongées s'adaptent en 4 à 6 semaines. D'ici la fin juin, les sirènes seront perçues comme un tramway. Et agaçant, mais bon, que faire ? Intégré, pour ainsi dire, au bruit de fond de notre vie. Ensuite, juillet-août. Appelons cela une théâtralisation. Étant quelqu'un de théâtral, ce mot me plaît, mais écoutez vous-même. L'été est traditionnellement ostentatoire. Tout est comme d'habitude. Chez nous, tout est comme d'habitude. Les cafés sur la rue Nikolskaya, le VDNKH. C'est la première réaction défensive de la masse. Tant que je me comporte comme en temps normal, les enfants gardent le sentiment de normalité. Le pouvoir, lui, encouragera cela. De grands festivals, une fête de la ville prolongée, des feux d'artifice. Sous la théâtralisation, une fatigue intérieure s'accumule. À la fin du mois d'août, les moscovites ressentiront une sensation chronique de manque de sommeil. Ils dorment comme d'habitude. C'est juste les nerfs. Ensuite, septembre-octobre. Avec la boue est venue l'irritation. Les écoles ouvrent, l'irritation quotidienne commence. Le train de banlieue annulé, en réalité des débris tombés, le retard de l'avion. Un produit manquant au supermarché à cause des frappes ukrainiennes contre le raffinage du pétrole. Là-bas, l'irritation n'est pas politique, mais quotidienne. C'est pourquoi c'est le plus dangereux pour le régime. Il n'a pas de destinataire. Ce n'est pas Poutine personnellement. Bien sûr, c'est un niveau interdit.
Mais chez nous, en général, tout a commencé à fonctionner moins bien. On ne peut ni réfuter ni interdire la formule. C'est alors qu'a eu lieu la première vague d'émigration intérieure, sans départ à l'étranger. La plupart de ceux qui voulaient bien partir l'ont fait en 2022 ou 2024. Et le repli sur le travail, la famille, les chaînes YouTube sur la rénovation, les séries, c'est-à-dire la principale forme de survie de l'intelligentsia soviétique de 68 à 91, voilà. Ça va revenir. Novembre-décembre. Le froid. La phase la plus dangereuse et la plus importante. En décembre, il fera très froid. Si l'Ukraine continue de frapper les infrastructures énergétiques russes, elle continuera. Chaque coupure de chauffage, d'électricité ou de gaz sera perçue comme, pas du tout un problème technique, comme une violation d'un accord fondamental. Comme je l'ai déjà dit, l'accord est simple. Je me tais et toi, tu nous fournis de la chaleur. Je me tais et toi, tu nous assures la sécurité. Quand il n'y a pas de chaleur, le contrat est rompu. Dans la tête d'une personne, une réévaluation silencieuse commence. Pourquoi suis-je resté silencieux toutes ces années ? C'est ça, le froid. Ce ne sont pas les degrés, c'est un froid psychologique. Ensuite, janvier et après. Appelons ça une blague. Au point le plus froid de l'hiver naît ce que la culture russe connaît mieux que quiconque, une blague. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas de la satire, c'est une forme courte et amère dans laquelle la réalité est mise à nu. Ne la nomme pas. En janvier 2027, à Moscou, il y aura 34 blagues que tout le monde connaîtra. Sur la défense aérienne, sur Poutine, sur les ingénieurs ukrainiens qui savent où sont nos ampoules. La blague dans un système autoritaire, c'est une bouffée d'air frais. C'est un signal venant d'en bas vers le haut. Et il passe outre les censeurs parce qu'il n'a pas d'auteur. Quand la blague arrive jusqu'au pouvoir, et elle y arrive toujours. Oui, le pouvoir voit qu'on a cessé de le craindre de l'intérieur. Pourquoi, selon vous, Staline donnait-il 10 ans de camp à ceux qui racontaient pour des blagues ? C'est ça, le véritable changement entre mai 2026 et janvier 2027. Ce n'est pas une révolution, ni une révolte, ni le fait de descendre dans la rue. C'est simplement la perte de la peur intérieure. À partir de ce moment-là, tout le mouvement du système ne dépend plus que des ressources pour contraindre, et non de l'autorité. Voilà ce que le Kremlin va essayer de faire, et pourquoi cela ne suffira pas. La protection informationnelle de Moscou. Censure, ralentissement de YouTube, pression sur les blogueurs. À long terme, l'effet est nul. Les VPN sont déjà maîtrisés, un climat négatif s'est installé. Des primes seront versées aux employés publics. Retraite augmentée. Le cas de Moscou est particulier. Elle fonctionnait tant que Moscou était incontournable. L'argent, sans le sentiment de sécurité, perd au moins la moitié de son pouvoir. À l'Ukraine, on ajoutera l'Occident collectif. La 5e colonne libérale. Il y a forcément un ennemi de l'intérieur. Oui, on a déjà vu ça de très nombreuses fois. Ça fonctionne pendant 12 cycles. Au 3e, le public se détourne. Le Kremlin aura besoin d'un grand succès, d'ici au Nouvel An. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tournant sur le front, et il semble qu'il n'y en aura pas. Et la guerre des drones n'a pas de front au sens classique. Le scénario le plus probable, c'est qu'ils trouveront une taupe. Ils vont le montrer partout. Le voilà. C'est à cause de lui ou d'eux que tout n'a pas marché pour nous. Ils vont punir de façon exemplaire. Donc, ça permettra de relâcher la pression. Ah, voilà donc la personnification de l'échec. La deuxième fois, le public commencera à réfléchir. Et si c'était lui la taupe, pourquoi occupait-il un poste aussi élevé ? Les 5 réponses ne font que retarder l'inévitable, sans empêcher la descente. D'ici janvier 2027. La moscovite du Premier ministre finira par arriver là, liquant le message de la professeure, sans l'énergie de changer quoi que ce soit. En Russie, les révolutions ne se font pas dans la rue. Où les fait-on alors ? Si elles ont lieu, c'est dans les cuisines. Février 1917. Personne n'est allé défendre le tsar. Août 1991. Personne n'est allé défendre le GKCP, à part une centaine d'enthousiastes. Décembre de la même année, 1991, des millions de citoyens soviétiques n'ont pas levé le petit doigt pour défendre le pays où ils sont nés. La transition politique russe fonctionne selon une formule. D'abord, le sentiment s'en va, puis le pouvoir s'en va.
D'ici janvier 1927, le sentiment sera fortement érodé. Ce n'est pas encore le moment d'un changement de pouvoir. Pour cela, il faudra encore 1 ou 2 crises. Mais atteindre ce niveau de lassitude, ça, j'en suis certain. La lassitude, c'est la fin de l'ère de Poutine. Pas physiquement, psychologiquement. Quand le pays cesse de croire que Poutine décide de quelque chose, il cesse effectivement de décider de quoi que ce soit, même s'il est toujours assis au Kremlin. Eh bien, cela s'est produit avec Brejnev, oui, vers 1980, entre 1980 et 1982. Cela se reproduira. Que cela signifie-t-il pour nous, pour vous, pour le monde libre ? La Russie, dans une perspective d'1 ou 2 ans, sera dans un état de paralysie contrôlée. Ni super adversaire, ni partenaire, une entité immense, épuisée et malade, qui se comporte de manière prévisiblement mauvaise, mais de moins en moins efficacement. Cela crée 2 fenêtres, une solution diplomatique pour l'Ukraine d'ici la fin de l'hiver 1926-1927 et un dialogue direct avec la société russe. En contournant le Kremlin. Quand l'émigration intérieure deviendra massive, encore une fois, l'émigration intérieure. Kiev de mai à janvier. Les mêmes 8 mois. L'autre côté, une dynamique complètement différente, une confiance qui se fissure, mais c'est mai, juin. L'attaque contre Moscou le 17 mai. Le premier véritable coup majeur à longue distance, contre la capitale de l'ennemi. Psychologiquement, nous agissons, nous ne faisons pas que subir. Après 3 ans de guerre principalement défensive, un sentiment de latence et d'importance est apparu dans l'air ukrainien. Ce n'est pas à nous qu'on viendra en aide, nous ne tiendrons pas. Mais nous les avons atteints. Derrière cette assurance se cache une grande fatigue. Les centres de recrutement ramassent des hommes dans les magasins et les cafés. Les gars passent la frontière vers la Pologne et la Tchéquie. Des funérailles chaque jour. Ce n'est pas une nouvelle militaire, mais un voisin ou camarade de classe. Juillet-août. Le premier été. Si quelqu'un sait ce que signifie une première victoire, c'est plus difficile qu'en 2022, 2024. L'armée ukrainienne a atteint son plafond démographique. Il reste 30 millions de personnes à l'intérieur. Ils ne peuvent pas fournir sans cesse au front 20 à 30 000 nouvelles recrues par mois. Eh bien, puisqu'ils en tuent autant, il faut les remplacer. Une fenêtre tactique va apparaître. Donc la Russie est accaparée par Moscou. Il y aura des victoires locales, mais stratégiquement, la ligne de front ne bougera pas radicalement. Pour chaque mile carré, plusieurs bus funéraires iront dans les petites villes de l'Ouest. D'ici la fin août, un sujet qui était auparavant tabou refera surface. Et que considère-t-on comme une victoire ? Récupérer la Crimée par la force militaire ? J'espère qu'il deviendra clair que c'est impossible. Le Donbass a un prix qui ne soit pas injustifié pour ceux qui restent en vie. Septembre, octobre, le retour, rappelons-le, de la question sombre. Ou peut-être, en effet, des négociations. En mai 2024, c'était une trahison. En mai 2025, une faiblesse. En mai 2026, on n'en parle pas. En octobre, on en dira le contraire, dans les conversations privées. En janvier 2027, dans les studios. Cela ne signifie pas qu'il y aura des négociations, mais que le tabou d'en parler va disparaître. En démocratie, la possibilité pour la société de discuter d'un sujet précède la décision politique, généralement de 6 à 12 mois, novembre-décembre. Froid. Comme en Russie, mais le froid de l'endurance. La Russie va frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes à grande échelle. Il faut venger ce qui s'est passé en mai. Le calendrier des coupures à Kiev, Kharkov, Odessa. Les générateurs coûtent plus cher que les voitures d'occasion. Les écoles fonctionnent en mode hybride. Et le plus important, les Ukrainiens ont déjà vécu cela. L'hiver, 22-23, 22-23, 24-25. Une compétence a été acquise. C'est la musculature psychologique. L'hiver n'en devient pas plus facile, mais il devient supportable. On sait déjà que ça passera. Une fierté amère et tenace apparaîtra aussi. Nous l'avons déjà vu, et nous le voyons encore, et nous survivrons. Le même militaire ukrainien diffère de la blague moscovite. La blague, c'est une protestation clandestine contre le pouvoir. Le même, c'est le dressage de la peur par le rire. La blague dit « notre pouvoir est risible », et le même dit « notre terreur est maîtrisable ». D'ici décembre, quelques nouveaux mèmes circuleront sur les réseaux sociaux. Cruels. Précis.
une manière fonctionnelle de vivre collectivement la peur sans effondrement psychologique collectif. Janvier 2027, nous en sommes arrivés là. Réunion du français reconnaissance. À la fois reconnaissance au sens d'aveu et reconnaissance au sens militaire. Donc reconnaissance, probablement. Voilà comment on le dit dans notre conversation à l'américaine. La reconnaissance que la guerre ne sera pas gagnée dans le sens d'un retour à 1991 et la reconnaissance de la situation. Un moment très douloureux. Ce n'est pas une défaite, c'est grandir. L'Ukraine entrera dans l'hiver comme un pays prêt à parler de la guerre selon ses propres termes et non en termes de tout ou rien. D'ici janvier 2027, un véritable débat sur le compromis commencera. Pas une capitulation, une formule de sortie. Le gel de la ligne de front sur les positions actuelles avec des garanties internationales. Aucune reconnaissance juridique des annexions russes. Une compensation maximale et une reconstruction avec la participation de l'Occident. La voie vers l'UE est ouverte, celle vers l'OTAN ne l'est pas. Un sujet complexe à part. Abandon de toute tentative de libération militaire des territoires occupés. En échange, un statut ukrainien de jure et le droit de retour par un règlement pacifique un jour. Ce n'est pas une victoire. Arrêter l'hémorragie, ce n'est pas une défaite. Préserver l'État, la langue, la culture, la démocratie à 80%. Je ne sais pas. C'est 78% de la Russie, de l'Ukraine d'avant-guerre. Eh bien, réfléchissons aux parallèles et aux contrastes. D'accord ? Moscou, mai, janvier, confiance. Confiance, puis irritation, puis émigration intérieure, puis une blague, puis la résiliation du contrat avec le pouvoir. Kiev, mai, jusqu'en janvier. Une confiance fissurée. Du premier été. Le retour de la question sombre. Le froid de l'endurance. Rekanion. Moscou perd le sens de la normalité. La ville a vécu pendant des années dans un régime de sécurité particulier. Le régime est terminé, et le moscovite n'a pas d'outils psychologiques pour vivre dans l'instabilité. Réaction ? Refus de participer, auto-exclusion. Kiev vit dans l'instabilité depuis déjà 4 ans. Les outils y sont rassemblés. Chaque pas ne va plus de la norme à l'anormal, mais se fait à l'intérieur même de l'anormal. Réaction, adaptation et moins d'illusions. Complexification du tableau. Moscou perd sa volonté. Kiev perd ses illusions. Ce sont des pertes très différentes. Moscou s'oriente vers le silence. Les moscovites parleront moins de la guerre en public et croiront moins à la télévision. De moins en moins de gens s'identifient à l'État. C'est un chemin vers un échec silencieux, et Kiev avance vers un accord. L'Ukrainien parlera de plus en plus de la guerre en public. Il s'accrochera de moins en moins aux formules dogmatiques de 1922. Il négociera de plus en plus avec la réalité. C'est un chemin vers un compromis difficile, douloureux, mais réalisable et possible. Ce sont des trajectoires opposées. Et c'est là la principale opportunité stratégique pour l'Occident durant l'hiver 2026-2027. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde libre ? D'ici janvier, dans les 2 capitales, les esprits seront prêts au compromis. Pour différentes raisons. À Moscou, parce qu'ils sont fatigués et n'y croient plus. À Kiev, parce qu'ils ont compris le prix à payer et veulent survivre. Ces 2 états d'esprit, s'ils se rencontrent à la table des négociations avec le bon médiateur. Eh bien, le bon médiateur, très probablement, j'espère, sera l'administration Trump. Il n'y en a tout simplement pas d'autre. Ils peuvent offrir la première véritable opportunité de mettre fin à la guerre depuis 2022. Mettre fin à la guerre ne signifie pas la victoire d'un des camps. Mais l'arrêt de la phase active, une sorte de gel, pour de nombreuses années. Un processus, appelons-le processus de paix, qui ne se terminera pas définitivement. Tant que ce régime est au pouvoir à Moscou, mais il sera possible de sortir de la phase active. Et cela sera, eh bien, il me semble, vers 2026, 2027, une issue qui nous rendra tous fiers. Pour cela, l'Occident ne fléchira pas. Jusqu'à ce que les 2 courbes atteignent le point où elles seront prêtes. Une pression prématurée sur l'une ou l'autre des parties, c'est un échec.
Donald Trump jouera le rôle d'un médiateur dur et impitoyable, exerçant une pression sur les deux parties en même temps. Il l'a déjà montré avec l'Iran à l'hiver 2025-2026. L'Europe apparemment va mettre en place l'infrastructure de la reconstruction. Qui attendra la fin des combats? Ce n'est pas une aide à Vladimir Poutine, cela viendra après. Mais c'est une force qui accélère la prise de décision sur la pause. Parce que les Ukrainiens verront qu'il n'y a pas le vide, mais bien un plan en réserve. Un plan qui semble même sérieux. 2 mécanismes d'horlogerie. En revenant aux 2 femmes. À Moscou et à Kiev. Qui regardait en tout ce qui se passait là-bas le 17 mai 2026 tenant leur fils par la main. L'une d'elles, d'ici janvier 2027, cessera de croire aux promesses du pouvoir. L'autre apprendra à entendre la complexité dans sa propre voix. Qui auparavant ne se laissait pas entendre. Pour la première, ce sera une perte, et pour la seconde, un gain. Toutes deux arriveront au même endroit à une conversation sur la fin, mais de directions différentes et épuisées, l'une par le cynisme, l'autre par la maturité. C'est là, en fait, tout le drame de cet hiver. Voici 2026-2027. Ce n'est pas dans les manœuvres militaires, ni dans les frappes de drones, mais dans 2 tic-tac d'horloge psychologique, qui convergent en un seul point dans 8 mois. Celui qui voit et entend ces 2 mécanismes d'horloge peut faire quelque chose. Celui qui n'écoute que les actualités manquera l'événement le plus important de la décennie, peut-être même du siècle. Et voici une question pour finir. En décembre 1916, les diplomates européens pensaient eux aussi qu'ils entendaient tout ce qui était important. Des coups de feu, des rapports du front, des pertes, des notes diplomatiques. Il n'y avait qu'une seule chose qu'ils n'entendaient pas, 2 tic-tac à Saint-Pétersbourg et Berlin. Et lorsque les aiguilles se sont rejointes, le monde dans lequel ils avaient l'habitude de vivre s'est effondré, mesdames et messieurs. En une seconde. Si cette image vous a été utile, alors sur Feuille de route vers la liberté, c'est une chaîne distincte, il y a des étapes concrètes. Comment lire la dynamique politique? Non pas d'après les actualités, mais d'après ce qui se passe réellement au cœur de ces informations. À demain, à la prochaine.